Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, rencontre avec le président de la rigolade du printemps de la Verlochère. Carl Chevrier nous présente le projet du village algonquin de la Témiscamingue First Nation. Et défaite pour le dernier match local en saison régulière des Pirates de Ville-Marie. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à InfoTémis. La rigolade de la Verlochère approche à grands pas. Elle se tiendra du 18 au 20 mai prochain. Cette année souligne les 45 ans de cet événement et pour cela, le comité a commencé à organiser de nombreux concours sur sa page Facebook officielle et ça se poursuivra jusqu'au mois de mai. Comme à chaque année, les courses et les groupes de musique sont au rendez-vous, mais pour souligner la 45e édition, de nombreuses surprises sont attendues. Nous avons rencontré Robin Duchesne, président du comité de la rigolade du printemps, pour en savoir davantage. Donc, la rencontre d'aujourd'hui est avec le président du comité de la rigolade de la Verlochère, donc Robin Duchesne, l'événement qui s'en vient à grands pas quand même pour certaines personnes. Et on souligne cette année le 45e des Stock Cars. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un festival après 45 ans? 45 ans, c'est sûr que faut fêter ça. Beaucoup de surprises, beaucoup d'activités. On essaye d'aller chercher le plus. On essaie de retourner en arrière, aller chercher les vieux courseurs. Faire de quoi de très bien, surtout si Dame Nature est avec nous autres. Là, on va miser gros cette année. Avec beaucoup de nouveautés, mais de garder quand même les classiques. Oui, je te dirais des nouveautés, des surprises. Des surprises? Oui. OK. Puis, qu'est-ce qui rend l'événement de la rigolade du printemps aussi unique? Qu'est-ce qui fait qu'après 45 ans, on continue encore de faire le festival? Je pense que c'est... La première chose, c'est le premier événement de l'été. Oui. Fait que le monde a hâte de sortir, le monde a hâte de grouiller. Au Témiscamingue, c'est des mordus de char, c'est des mordus de moteur. Le monde aime ça. Il aime prendre une bière. Au Témiscamingue, on ne se cachera pas. Fait que je pense que c'est ça qui fait que c'est fort, la rigolade. Puis c'est un bel événement aussi. Puis ça l'a amélioré d'année en année. Puis le comité, il est bon aussi pour continuer de faire vivre ça pendant 45 ans. On a un bon comité. Je ne suis pas tout seul là-dedans. J'ai mes collègues. Puis ça travaille fort. C'est beaucoup d'ouvrages. On tient ça à aller. Puis c'est grâce à la population. On a beaucoup de monde qui vient nous voir. Ça nous encourage aussi. Ça l'aide. Ça l'aide beaucoup. Puis est-ce qu'on peut dire que c'est un événement familial? Oui. Beaucoup. Mais cette année, par exemple, est-ce qu'il y a des activités particulières pour les enfants? Bien, depuis quelques années, on a toujours les super jeux gonflables. Oui. On a une place pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont mordus de voitures, ils ont leurs idoles. Les coureurs, aujourd'hui, font faire des gilets, des casquettes qu'ils donnent aux enfants qui pêchent dans les estrades. Fait que oui, c'est familial. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas venir là sans emmener leurs enfants. Là. Ça devient plus une tradition un peu pour les familles, presque? Oui, famille. Puis souvent, il y a des mononcles qui coursent, ou le frère course, fait que ça attire beaucoup les familles. C'est vrai. Puis, là, vous êtes président depuis combien de temps maintenant? Ça va faire, je m'en vais sur ma 12e année de présidence cette année. 12 ans. Ouais. Et est-ce que vous avez toujours été président? Non. Non? J'ai commencé, j'ai fait 1 an comme directeur. OK. Puis après ça, bien, la présidence est arrivée. Puis depuis ça, là, je suis président. Mais, on va le dire, président, c'est un titre parce que c'est toute une belle gang qui est autour de ça. Puis on est tous pareils. C'est pour ça que ça marche bien, notre comité. Et avant d'être directeur-président, est-ce que vous avez coursé? Oui, j'ai fait des courses à l'âge de 17, 18, 19, 20 ans. J'étais fou, moi aussi. Puis on a coursé, on était une gang de chums. Puis on s'amusait plus qu'on coursait, là, mais on a eu bien du fun.
Est-ce que vous pensez rester président encore un autre 12 ans après? Je crois pas. Je pense que cette année, là, le 45e m'a tiré ma révérence. Justement, je peux en parler. Ça va prendre de la relève, ça va prendre des jeunes. Nous, on a fait un bon bout. Le comité qui est en place, c'est quand même 17, 8, 9, 10, 12 ans qui sont là. Wow. Fait que, ce serait le fun que la relève vienne. Venez nous voir, on va vous expliquer, on va vous épauler, on va vous aider. Mais ça va continuer. Oui. Est-ce que le comité, c'est un travail un peu à l'année? Sans nécessairement que ce soit intense à l'année, y a-tu... Je te dirais, il y a l'été. Quand on finit au mois de mai, on finit ça mai, juin, après ça, on n'en parle plus. Puis ça recommence, je te dirais, après la chasse, novembre, là, on commence à repartir l'autre édition. Oui, OK. Puis, question histoire un peu, est-ce que vous savez d'où vient le festival? C'est quoi l'origine? La première année, qu'est-ce que c'était? D'où ça vient? Ce qu'on a su, puisque les vieux du village nous ont conté, c'est une gang de chums qui avait des vieux bazous. Puis ils ont décidé d'aller d'un champ avec 400 bazous et dire on fait des courses en rond, on s'amuse, puis ça a décollé de là. C'est vraiment. C'était rien. Ils s'amusaient à virer en rond, puis l'année d'après, des chums d'autres villages sont venus avec des bazous. Fait que ça a commencé comme ça. Ce qu'on a su, ça n'a pas toujours été où est-ce que c'est là. Ça a été des champs dans le fond des rangs. Ça s'est promené. Aujourd'hui, c'est là, puis c'est bien implanté. Oui, oui. Un site qui ne bouge pas bien de l'endroit. Oui. Puis, il y a des concours en ce moment qu'on peut voir passer sur Facebook par rapport à la rigolade du printemps. Est-ce qu'on peut en parler un peu, les concours, dans le fond? Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Oui. Présentement, il y a un concours qui a été lancé, je crois, la semaine passée. On demande aux gens de trouver des vieilles photos de la rigolade, ou même des photos récentes. Là, ça fait 3 ans que tu courses, mais c'est une vieille photo pour toi. Mais d'aller chercher le plus loin possible des photos de vieux courseurs ou de toi quand tu étais jeune posé sur un char, puis d'envoyer ça sur notre site Facebook via commentaire, vraiment mettre la photo là, en commentaire pour qu'on le voit. Puis après ça, on va juger les photos les plus belles, puis ça va te permettre de gagner 2 passeports week-end. Wow! Puis en passant notre site Facebook, le dernier, et il ne marche plus, on a fait un nouveau cette année. OK. Fait que ça s'appelle La rigolade du printemps. OK. Mais l'ancien ne fonctionne plus, on a reparti un nouveau. C'est plus dans les festivals, mettons, que tu vas le trouver. Mais on demande au monde d'aller voir puis de liker notre page pour faire de plus en plus d'amis puis le partager encore plus. C'est bon, faire passer le message que l'ancien Facebook est peut-être plus fonctionnel, d'aller tout de suite liker le nouveau. C'est ça. Parfait. Puis, dans le fond, les photos pour le concours, est-ce que ça fait partie des surprises? À quoi ça va servir, ces photos-là? On ne sait pas encore si on va les prendre puis les mettre en montage ou on va juste s'en servir pour le concours. OK. Mais c'est le fun de voir d'année en année parce que 45 ans, là, on a des photos assez spéciales. Ça doit. Puis, est-ce que les dates sont annoncées? Pour la rigolade? Pour la rigolade, oui. C'est toujours le grand week-end demain à la fête de la Reine. Là. Je me souviens jamais par cœur. Dans le 20. Ouais, 18, 19, 20, là, autour de ça, c'est toujours là. OK, toujours là. Ouais. Et est-ce que les groupes de musique ont été annoncés? Non. Non? Les groupes de musique vont être annoncés plus tard au mois de mars. OK. Tout est booké, tout est là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le vendredi, on a un spectacle qui va fitter avec les 45 ans. C'est un melting pot de 45 ans venant ici, par des groupes témiscamiens. C'est une surprise, en tout cas. Là. Il y a Ça veut dire tellement de choses, puis en même temps, pas grand-chose. C'est ça. Ça va être un beau montage de tout ça avec plusieurs artistes du Témiscamingue. D'accord, c'est bon. Ça, on va le savoir à peu près au mois de mars, à la mi-mars, qu'est-ce qui va se passer. Puis, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est un peu vous qui partez le bal des festivals de l'été. C'est le premier festival où les gens commencent à sortir et tout ça. Est-ce que ça vous met de la pression, cette position-là? Non. Non. Du tout. On est habitué, on est rodé, on est... La seule chose qui nous inquiète, c'est tout le temps la température. Oui. À savoir s'il va faire beau, à savoir si la neige va être partie. Des fois, les hivers sont longs. C'est vrai. Mais de pression de décoller, non, parce que je pense qu'au Témiscamingue, tous les comités, on s'encourage, puis on espère toujours qu'il fasse beau, qu'il fasse... Là, la température soit sur notre bord, que ce soit le rodéo, que ce soit la rigolade, que ce soit le festival du poisson. C'est vrai. Est-ce que c'est déjà arrivé que la température empêche la rigolade d'avoir lieu? Au complet, non. Souvent, on a roulé le samedi, le dimanche, il y avait de la neige, on a annulé. Ou la pluie, on a annulé. Des choses comme ça, mais annuler la fin de semaine, non. OK.
tant mieux. On ne le souhaite pas non plus. C'est ça. La neige au mois de mai aussi, c'est pas super... Non, c'est pas intéressant. Toujours intéressant. Merci beaucoup d'être venu me rencontrer aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a un petit message, une invitation finale à faire pour les passionnés de la rigolade ou ceux peut-être qui ne sont jamais allés, même après 45 ans? Ben oui, tous ceux qui n'ont jamais vu ça, la rigolade, qui n'entendent parler, venez voir ça. C'est un spectacle que tu ne peux pas oublier. Puis, je vais revenir sur la page Facebook. Allez liker la nouvelle page Facebook. Parlez-en à vos amis. Puis, suivez. Il va y avoir d'autres concours qui vont embarquer sur la page Facebook. On va vous tenir au courant via Facebook. Des beaux petits concours, puis de l'information sur les groupes, de l'information sur autre chose. Suivez-nous là-dessus. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Un autre projet d'une grande envergure se prépare du côté de Témiscamingue First Nation. Il s'agit d'un lieu où pourraient se réunir plusieurs éléments de la communauté algonquine, tels qu'un musée en tipi, un ancien poste de traite et même des artisans qui fabriqueraient des paniers d'écorce. Carl Chevrier a présenté la maquette du projet pour la première fois à l'automne 2017 lors de la réunion Tisser les liens. Il est venu dans les studios de TV Témis pour nous expliquer le tout plus en profondeur. Donc, nous rencontrons aujourd'hui l'artiste algonquin de Témiscamingue First Nation, M. Carl Chevrier. Donc, on va parler aujourd'hui d'un beau projet qui est en train de se préparer de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que c'est le projet? Comment ça s'appelle? Le projet s'appelle le village ancestral ou village algonquin. Le nom, c'est pas sorti pour tout de suite, mais on va dire, c'est à mesure qu'on parle de notre projet, c'est ces deux noms-là qui viennent. OK. Et qu'est-ce que c'est, dans le fond? Comment on le décrirait, ce projet? Bien, au début, comment ça a tout commencé? Moi, je suis un artiste dans notre communauté, puis j'étais dans le rôle politique pour la communauté. Okay. Fait que là, je suis conseiller de bande. Au début, j'avais le projet de village algonquin, c'est ça le nom. Puis, au début, ça a commencé en 2005. OK. Fait que là, c'est longtemps, mais il faut quelqu'un pour pousser plus. Oui. Fait que là, au début, on avait une femme dans notre communauté qui était bien fort spirituelle. Fait que là, on avait été diagnosé avec cancer. OK. Fait que là, puis elle avait demandé pour des gens de venir visiter. J'étais une qui était visitée. Puis elle parlait de tortues. Ouais. Puis à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi elle me parlait des choses qui n'étaient pas passées avant. Fait que là, ils disent, le tortue, ça va te porter une communauté, ça va d'une place à l'autre, mais tranquillement. Tranquillement, oui. Fait que là, ils disent, OK, depuis 2005 jusqu'à maintenant, c'est assez slow. Oui, c'est tranquille. Oui, mais ça donne le temps de penser, réfléchir au chaque mouvement qu'on va faire. C'est vrai. Fait que là, quand on a sorti peut-être 2010, on a commencé à sortir encore plus. Fait que là, j'ai dit, OK, on va faire un plan. Puis ce plan-là, c'est ça que la madame parlait de la tortue. OK. Fait que là, c'est pour ça que la tortue est venue vivant dans notre projet. Donc, oui. Donc, est-ce que c'est un parc? Est-ce que c'est un village? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on va voir, dans le fond, quand le projet va être terminé? Ben moi, je vais vous porter au moment que tu débarques de ton char. OK. OK? Tu viens visiter notre communauté, tu passes le nord, tous les villages autour, Guérin, Rimini, n'importe où, là, ça dépend à quel point tu rentres. Mais il faut que tu passes, puis quand tu es curieux, tu vas arrêter. Fait que là, tu vas voir un grand tipi. Fait que là, tu rentres, puis tu débarques de ton char, tu vas rentrer dans la porte des tipis, puis tu vas rentrer dans un trading post, on appelle ça en anglais. Oui, C'est un poste de traite. Un poste de traite. Puis, dans ce poste de traite-là, tu vas voir des paniers, des vêtements, toutes sortes de choses qui vont être faites dans notre village. Après, tu passes ça, tu vas être dans le musée. Le musée, c'est l'histoire des Algonquins. Puis tu vas voir l'histoire, tu vas voir des artefacts qui viennent d'un peu partout. Puis
Après ça, tu vas être suivi d'un guide. Le guide, il va être là pour te parler des Algonquins, le chemin des Algonquins, puis tu vas suivre un chemin dans notre village. Puis tu vas venir à une place où ils fabriquent des canaux d'écorce. OK. Il va te dire l'histoire, il va participer au construire d'un canot d'écorce. Avec le restant de le matériel, on va faire des paniers en écorce, paniers en cèdre, paniers Oui. tu sais, toutes sortes de choses. Moi, je vois ça comme 3 parties. OK. OK? La première partie, c'est les arbres. Ouais. Deuxième partie, c'est les animaux. Puis la troisième partie, c'est les plantes. Ouais. Fait que là, ces 3 éléments-là, c'est ça qu'on va commencer notre village avec. Les paniers, les canaux d'écorce, ça c'est une partie. Tu continues ton chemin, tu vas venir à nous autres, on appelle nos maisons, c'est les wigwams, OK. Wigwam. des tipis. Ça, c'est tout à partir de la culture algonquine, culture amérindienne. Puis si tu commences à continuer sur ton chemin, tu vas venir à une place où ils fabriquent des gants en cuir, en chevreuil, des mocassins en orignal, Oui. puis des peaux d'orignal. Puis ça, c'est toutes des choses qu'ils vont présenter aux touristes. Puis ils vont demander s'ils veulent participer au fabriquer des gants ou des choses de même. C'est toutes des choses qui peuvent, un endroit où tu peux venir visiter puis participer aux produits Oui. que tu vas pouvoir y faire. Puis vous, là-dedans, c'était quoi votre rôle? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis un gars qui tient pas debout tout longtemps, Non? mais je veux pousser plus pour faire des emplois pour le monde, Oui. guérir, apprendre la culture plus, apprendre les produits, des fruits, toutes sortes de choses qui peuvent guérir. Puis plus tu connais dans notre culture, plus tu vas avoir plus de qui qu'on est. Oui. Donc, est-ce que, là, le projet est lancé depuis 2005, ça avance tranquillement, ou est-ce qu'on en est rendu à ce point? Est-ce que la construction va commencer? Là, vous avez rencontré des partenaires? Où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une bonne équipe. Sherry Stanger, c'est elle qui travaille sur le projet financement. Elle, son rôle est Economic Development dans notre communauté. Puis on a M. Serge Maillet, il est un consultant des projets. WGQA, c'est eux autres qui un firme de construction dans notre communauté qu'on a construit. Puis les autres équipes, la communauté, le chef, le conseil, tous les membres du communauté. C'est nos partenaires, Tourisme Abitibi, Tourisme Québec, Tourisme Autochtone. On a INAC, puis SOCA. Puis, là, à ce moment, Sherry est supposée être ici, mais elle parle avec les partenaires. OK. Puis moi, je suis dans l'interview. On en parle quand même. Oui. OK, donc ça avance encore Oui. beaucoup. Est-ce que vous avez un objectif? Est-ce que vous aimeriez commencer en 2019 ou quelque chose comme ça? Oui, nous autres, on veut, à mesure que tous les financements, tout le, je vais dire le chemin du papier, Oui. c'est eux autres qui font. Moi, je suis plus créatif comme un artiste, comme fabriquer des canons d'écorce, des paniers, puis tout ça. Moi, je suis dans ce rôle-là de montrer aux gens, expliquer. C'est ça mon rôle plus. Oui. On veut mettre le pelle dans la terre le mois de juillet, j'espère, Cette année? ou cette année. OK. Puis, durant la construction, nous autres, on veut donner des leçons, des trainings aux communautés. Qu'est-ce qu'il va faire, comment il va présenter aux touristes. Puis, on veut l'ouvrir le 2019, le 21 juin, OK. j'espère. Oui. Puis,
dans le fond, ça s'adresse à qui exactement? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou c'est plus visé ceux qui sont pas dans la communauté autochtone pour leur apprendre des choses? Ou à qui ça s'adresse? Excuse. Ça s'adresse à tout le monde. Ceux qui veulent comprendre l'histoire des Algonquins, mieux comprendre qui qu'on est. Notre chemin n'est pas un chemin facile, il était un peu dur, mais on est encore ici. Puis ça s'adresse au monde qu'on est, on veut partager. On était toujours des gens qui partagent, puis aident. Puis c'est ça le message qu'on veut donner, c'est viens visiter notre village, viens apprendre, viens voir qui qu'on est. Puis ceux qui viennent visiter, il faut qu'ils arrêtent pour manger, arrêtent pour dormir. Puis toutes les Notre-Dame, Ville-Marie, Guigues, toutes ces autres paroisses-là, ils vont être toutes utilisées. Fait que là, c'est bon pour tout le monde. C'est vrai. Est-ce qu'il va y avoir un endroit pour héberger, pour dormir? Bien, ça, c'est dans le deuxième étape. OK. On veut penser au futur. Beaucoup d'étapes. Oui. La première, c'est de faire notre plan, rouvre le village, montrer au monde qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on vivait le mer de terre, respecte, de prendre juste ce qu'il faut. Puis aujourd'hui, on est tous perdus dans le monde vite. Technology, l'ordinateur, puis tout ça. Des fois, on est trop occupé, puis on ne voit pas qu'est-ce qui est autour, qu'est-ce qui est vrai. On passe devant. Oui, c'est exact. Puis, est-ce que le lieu va accueillir des événements, des festivals? Le powwow va se trouver là aussi, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des projets aussi vis-à-vis de ça? Bien, on a notre powwow. Ça, c'est pour tout le monde. Ceux qui veulent venir nous voir, danser, chanter. Ceux qui n'ont pas capable de danser, mais on danse pour eux autres. On danse pour ceux qui sont partis dans un autre chemin. Oui. Puis ça, c'est un événement qui passe chaque année. On a le Bikers Meet. Oui, ça, c'est la première nouveau. fois qu'on va être... qu'on essaye quelque chose de nouveau de même. Oui. Puis comme je dis, là, c'est tout le tour de le Nord, les autres communautés qui vont être... qui vont utiliser leur chambre, le manger, puis tout ça. Ça va être tout pour eux autres. Tout pour eux autres. Oui. Puis, dans le fond, l'image de la tortue. L'image de la tortue, ça va être quelque chose qu'on va voir comme si on était dans un avion? Bien, ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Oui. Mais la tortue, c'est... dans notre culture, on a beaucoup de clans. Des clans, c'est le clan d'ours, le clan de tortue. Puis, ça, si le monde il veut apprendre plus notre culture, on va passer le temps d'expliquer, puis montrer qu'on est capable de vivre avec la nature. On avait les animaux pour la nourriture, les vêtements. On avait les arbres pour les paniers, les canaux d'écorce. On avait les fleurs, les plantes pour le médecin. Fait que là, on avait tout. Oui. Fait que là, c'est ça qu'on veut partir au monde. Viens visiter, viens faire une expérience de vie que tu n'as pas besoin de l'ordinateur. Ta mère de terre était toujours ici, même avant nous autres. Fait que là, c'est de faire, puis vivre avec, puis en harmonie, on dit ça. D'expliquer un peu la culture, comment ça fonctionne, tout le matériel, la culture, les langues, puis tout ça. C'est une bonne expérience. Oui. Bien, merci beaucoup d'être venu me rencontrer aujourd'hui. Puis, bien, bonne chance en espérant que en juin, ce soit prêt. Oui, moi tout. Oui, merci. Merci. Le jeudi 8 février dernier se tenait le dernier match local des Pirates de Ville-Marie en saison régulière. Cette fois-ci, nos Pirates recevaient les Spartans d'Emelgwyn, eux-mêmes qui sont en première position du classement Division Nord. Malheureusement, ça a été une défaite pour les Pirates de Ville-Marie. Les Spartans l'ont remporté 4-2. Voici le reportage de notre collaborateur, Francis Prudhomme. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Défaite des Pirates 4-2.
ce soir à l'Aréna Frère Arthur Bergeron contre les Spartans d'Almagouine. C'est donc une première défaite après une série de 8 victoires et une seule défaite en 15 matchs. Après le match, je me suis entretenu avec Alain Mercier, l'entraîneur-chef, pour récolter ses commentaires ainsi que le plan de match sur la fin de saison. Monsieur Mercier, comment vous avez vu ce match-là, une défaite de 4-2 des Pirates? Je pense que vous avez eu des bonnes chances de marquer, mais peut-être qu'ils ont peut-être été plus opportunistes que vous autres? Oui, on peut dire ça, mais tu sais, fait 2-3 games là, qu'on était quand même soft, on a réussi à gagner quand même. Mais cette année, ça te rattrape. J'aime mieux. On a perdu cette game-là, on s'est pas présenté pendant 40 minutes, on s'est présenté dans les 20 dernières minutes. Fait qu'on a eu un momentum un peu jusqu'à temps qu'on pogne des punitions encore. Mais sauf que, tu sais, c'est pas. J'aime mieux perdre contre une équipe comme Almagouine qui est arrivé puis perdre contre Séguin ou un bas de classement ou quoi que ce soit. Là, ça serait plus inacceptable un peu, mais sauf qu'il faut se présenter pendant 60 minutes. Il reste 4 matchs à la saison, 4 matchs sur la route en 4 soirs. Quel est le plan de match un peu? Est-ce qu'on veut reposer les meilleurs effectifs pour éviter les blessures ou au contraire, on veut finir en force sur une série de victoires et partir en série avec le momentum? C'est quoi un peu votre plan de match de ce côté-là? Bien, le plan de match, c'est sûr qu'on va essayer de doser les effectifs aussi. On va essayer de prendre l'avance quand même à chaque match. Après ça, on va pouvoir jouer avec la 3, la 4 le plus souvent, quoi que ce soit de même. Mais encore là, on va y aller dans le dernier droit. Là, on va y aller avec ceux qui font de l'indiscipline. Désolé, mais ils joueront. On va réduire les temps de glace ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'on veut finir quand même 2e ou 3e. On a des chances encore de finir 2e. Il s'agit de ne pas en perdre une d'ici la fin de la saison. Un reportage de Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Le gouvernement du Québec a annoncé l'attribution de 540 000 $ à 4 carrefours jeunesse emploi de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Cet investissement s'inscrit dans le programme Place aux jeunes de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 qui vise à sensibiliser les jeunes diplômés aux multiples avantages et aux diverses possibilités d'emploi et d'avenir qui existent en région. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, Luc Blanchette, était à Ville-Marie lundi dernier dans les locaux du Carrefour Jeunesse Emploi pour préciser que chaque organisation recevra 135 000 $ pour son programme Place aux jeunes. Jointe par téléphone, la directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, Hélène Nickner, a expliqué que la somme sera répartie sur 3 ans, de 2019 à 2021. Le CJET recevra ainsi 45 000 $ par année. Selon les informations recueillies par Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional dans la région, la stratégie Place aux jeunes et le travail des agents de migration permettent 70 migrations réussies annuellement, ce qui représente des retombées économiques de 3,5 millions de $ par année. Seule la MRC de la Vallée de l'Or n'est pas touchée par cette annonce. D'ailleurs, plus de 1500 jeunes ont été rencontrés par les agents de migration de l'Abitibi-Témiscamingue la semaine dernière à Montréal, Lévis, Québec et Longueuil. Selon les informations de Boualem Adjouti sur le site Internet de Radio-Canada Régional, la délégation de la région a pris part à la tournée L'Abitibi-Témiscamingue débarque à du 6 au 9 février dernier. La tournée avait pour objectif de sensibiliser les jeunes des milieux professionnels, collégiales et universitaires à la réalité de la région qui manque énormément de main-d'œuvre. La délégation devait faire ressortir le meilleur de l'Abitibi-Témiscamingue pour convaincre les jeunes de choisir la région. Les personnes rencontrées lors de ces journées seront contactées dans les semaines à venir pour les inviter à visiter la région, entre autres lors des séjours exploratoires de Place aux jeunes. Les membres de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue ont mis sur pied un comité qui devrait être axé sur des projets concrets afin de trouver des solutions à la crise de la main-d'œuvre. L'annonce a été faite à Rouyn-Noranda le 8 février dernier et le journaliste Thierry Denoncourt en a fait l'objet d'un article sur le site web de La Frontière. Le comité des projets stratégiques Valorisation Abitibi-Témiscamingue sera composé de représentants des Carrefours Jeunesse Emploi, d'Emploi Québec, de la Table Interordre, de Vision Travail, ainsi que d'un représentant de chacune des MRC. Depuis de nombreuses années, les Carrefours Jeunesse Emploi mènent des missions pour rapatrier et attirer des jeunes en région, en plus d'accompagner les jeunes d'ici dans leur démarche de recherche d'emploi. Selon Pierre Corbeil, préfet de la MRC de la Vallée de l'Or, il faudra continuer de faire ce qui fonctionne, en plus de développer de nouvelles stratégies d'action de la main-d'œuvre. En plus de mentionner le nord-est ontarien, il a aussi parlé de recruter des gens du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve ou même des Européens.
M. Corbeil a évoqué des fermetures de mines ou d'entreprises qui laissent certains travailleurs sur le carreau. Selon lui, il pourrait être intéressant d'informer ces derniers des disponibilités d'emploi en Abitibi-Témiscamingue. Malgré la vitalité culturelle et économique de sa région, son climat peut être un repoussoir pour certains. Claire Bolduc, préfète de la MRC du Témiscamingue, a ajouté que l'un des objectifs était que les nouveaux arrivants apprécient leur région d'accueil. De son côté, Sébastien Dastou, préfet de la MRC d'Abitibi, a complété en expliquant que les MRC conservaient leur indépendance, même si les préfets allaient coopérer pour répondre aux défis régionaux. Il a précisé que chaque MRC aura son propre plan d'action et ses méthodes pour attirer et assurer la rétention de ces nouveaux arrivants. Le comité ne bénéficiera pas d'un budget précis. Ses projets et ses actions seront financés par des subventions ponctuelles ou autres. La présidence du comité sera assurée par Francis Bérubé, qui lui est coordonnateur à la conférence des préfets. La campagne Engagez-vous pour le communautaire a déposé le 7 février dernier à l'Assemblée nationale une pétition demandant un réinvestissement de 475 millions de dollars dans les organismes d'action communautaire autonomes dès le prochain budget. Près de 30 000 personnes ont signé la pétition qui a été déposée par le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois et le député péquiste Harold Lebel. Plus d'une centaine de personnes issues du milieu communautaire se sont rendues à l'Assemblée nationale pour assister à cet événement. Le dépôt de cette pétition marque également le coup d'envoi d'une série d'actions pré-budgétaires qui se déploiera dans toutes les régions sous le thème « L'Étao, on voit rouge ». Des rencontres avec des élus, des actions surprises, des distributions de tracts et des rassemblements populaires ont eu lieu partout au Québec et se tiendront aussi dans les prochaines semaines pour souligner l'importance du modèle communautaire québécois unique. Selon les informations du journaliste Thierry Denoncourt du journal La Frontière, dans notre région, une centaine de personnes sont descendues dans la rue à Rouyn-Noranda pour réclamer un meilleur financement pour les groupes communautaires lors de cette journée du 7 février. Par voie de communiqué, le CROC-AT, Concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue, indique que le mouvement communautaire poursuit ses revendications. Il exhorte le ministre des Finances à prévoir 475 millions de dollars de plus pour l'ACA, l'Action communautaire autonome, dans son prochain budget. Cette somme, qui représente moins de 0,5 du budget provincial, comprend le rehaussement du financement à la mission globale des quelques 4 000 organismes d'ACA, ainsi que l'indexation de ces subventions. Adéline Laquette du REPAT, le regroupement d'éducation populaire d'Abitibi-Témiscamingue, a imagé la somme en précisant que si le ministre des Finances avait un budget de 100 $, nous lui demanderions 50 sous. Le mouvement réclame également le respect de la politique de reconnaissance de l'action communautaire adoptée en 2001 par le gouvernement, ainsi que la reconnaissance réelle de l'action communautaire autonome comme moteur de progrès social. Finalement, le mouvement exige un réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux. La campagne Engagez-vous rappelle également les chiffres d'un récent sondage démontrant que 83 % de la population québécoise affirme être favorable à un meilleur financement de nos organismes. Rappelons que les groupes communautaires répondent à des besoins importants dans la population, des services la plupart du temps offerts aux plus démunis. Advenant leur disparition, la pression pourrait s'accentuer grandement sur les services gouvernementaux tels la justice, la sécurité publique, la santé et les services sociaux. Nous vous invitons d'ailleurs à consulter les détails des actions de la campagne Engagez-vous pour le communautaire sur le site web engagez-vous-aca.org et suivez aussi la campagne sur les réseaux sociaux. Au terme d'une entente annuelle ayant pris fin le 31 décembre dernier, le ministère de la Culture et des Communications annonce, conjointement avec la MRC de Témiscamingue, la signature d'une entente triennale de développement culturel qui rend disponible un montant de 75 000 $, soit 25 000 $ par année. Liant la MRC et le ministère de la Culture et des Communications, cette entente permettra la mise en place et la réalisation de projets culturels sur le territoire pour les 3 prochaines années. Mme Claire Bolduc, préfète à la MRC de Témiscamingue, a précisé que c'est la 8e entente de développement culturel négociée entre notre MRC et le ministère de la Culture et des Communications. Ces ententes permettent la concrétisation de projets culturels dont la portée est primordiale, selon elle, pour le Témiscamingue. Réal Couture, président de la Commission culturelle témiscamienne, se réjouit de cette entente. Je le cite d'ailleurs à ce sujet.
Depuis 2016, la Commission culturelle devait travailler avec des ententes annuelles de développement culturel, venant ainsi complexifier la gestion de ces dernières. Nous sommes heureux de constater le retour des ententes triennales qui nous assurent un financement en continu et nous permettent de mettre en place des projets qui se développent sur un horizon plus large. En 2017, c'est une quinzaine de projets qui ont été soutenus grâce à l'entente de développement culturel de la MRC, un apport considérable pour notre territoire. Fin de la citation de M. Couture. 3 axes d'intervention sous-tendent cette entente triennale, soit la reconnaissance du patrimoine, le développement du jeune public et la vitalité de l'offre culturelle des organismes et des municipalités. À noter qu'une somme de 18 000 $ sera réservée à la reconnaissance du patrimoine via le Fonds du patrimoine culturel québécois. Soucieuse de rendre accessible de ce nouveau soutien financier, la Commission culturelle utilisera les mêmes critères d'admissibilité, de même que les mêmes formulaires que l'année précédente. Comme auparavant, les organismes à but non lucratif ainsi que les municipalités sont éligibles à une demande de soutien pour un projet ayant une finalité culturelle. Tout projet présenté doit être soutenu par des partenaires du milieu, puisque le financement accordé par l'entente couvre jusqu'à 50 % des coûts du projet. Pour les organismes à but non lucratif, un soutien supplémentaire est possible sous certaines conditions par le Fonds de la Commission culturelle. Pour toute question concernant l'entente de développement culturel, consultez la section Développement culturel sur le site Internet de la MRC de Témiscamingue au www.mrctémiscamingue.org ou encore contactez Véronique Beaulé, agente de développement culturel à la MRCT. Après plusieurs années de travail acharné, c'est le 10 février dernier que le refuge pour animaux du Témiscamingue, situé à la Verlochère, ouvrait ses portes au grand public lors d'une journée spéciale porte ouverte. Tel que décrit par le journaliste Guillaume Gonzalez du journal Le Reflet, le projet était sur la table depuis juin 2013 et c'est en juillet 2016, date de l'achat de la bâtisse, que les choses ont commencé à prendre forme. Une centaine de bénévoles et tout autant d'heures ont permis de rénover la bâtisse afin de la rendre plus accueillante possible pour les animaux domestiques. Les compagnies Construction Francis Roy et Gadier Électrique ont été d'une grande aide en travaillant eux aussi bénévolement. Il est à noter que le refuge sera accessible aux handicapés, l'AXIA et l'APET ayant manifesté leur intérêt à s'impliquer. Le refuge pourra donc accueillir une quinzaine de chiens et une vingtaine de chats, mais il est à ce jour encore vide, les responsables du refuge étant dans l'attente du permis du MAPAC qui devrait arriver sous peu. L'ouverture officielle du refuge en présence d'élus aura lieu le 3 mars prochain. Un nouveau règlement pour les chiens et chats au Témiscamingue devrait entrer prochainement en vigueur. Tel que décrit par le journaliste Guillaume Gonzalez du journal Le Reflet, ce règlement a été travaillé conjointement entre le refuge pour animaux et les municipalités par le biais de la MRC de Témiscamingue. L'idée de ce nouveau règlement était surtout d'uniformiser les anciens règlements des municipalités afin de simplifier les démarches. Richard Bérubé du Refuge pour animaux du Témiscamingue indique qu'il y a autant de règlements que de municipalités. La gestion devenait très complexe car certaines choses sont permises dans certaines municipalités et dans d'autres pas. Le refuge s'est donc inspiré d'une réglementation complète et détaillée comme celle des villes de Gatineau ou Val-d'Or. Une des directives du nouveau règlement qui a soulevé la gronde sur les réseaux sociaux est celle de l'achat d'un collier identification annuel pour les chiens et chats. Le collier d'identification sera légèrement plus cher pour les animaux non stérilisés. Le tarif sera de 5 $ pour un chat stérilisé et de 15 $ pour un chien stérilisé, alors qu'il en coûtera 5 $ de plus pour les mêmes animaux non opérés. Le refuge espère sensibiliser la population à stériliser leurs animaux, le Témiscamingue connaissant un très gros problème de surpopulation animale depuis plusieurs années, notamment au niveau des chats. Le règlement, dans sa forme actuelle, suscite néanmoins encore de la controverse et sera abordé de nouveau lors du prochain conseil de la MRC le 21 février afin de poursuivre les discussions. Actuellement, 9 municipalités ou villes ont exercé leur droit de retrait du nouveau règlement par résolution de conseil, soit Duhamel-Ouest, La Force, la Verlochère-Anglier, Notre-Dame-du-Nord, Rémigny, Saint-Édouard-de-Fabre, Saint-Bruno-de-Guigues, Témiscamingue et Ville-Marie. Le Parc national des Guebels acceptera les chiens en laisse dans certains sentiers dès le 18 mai dans le cadre d'un projet pilote autorisant leur présence sous certaines conditions dans les parcs nationaux du Québec.
Le projet pilote a débuté en 2016. 3 parcs avaient alors été sélectionnés pour y mener une première phase, soit les parcs d'Oka, Jacques-Cartier et Frontenac, secteur Saint-Daniel. La nouvelle phase ajoute donc 2 parcs, Aiguebelle et Lac-Témiscouata. Si les résultats sont concluants, l'autorisation pourrait être élargie à l'ensemble des 27 établissements gérés par la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC. Selon un article du journaliste Thierry Denoncourt de La Frontière, les 3 premiers parcs visés bénéficiaient d'un fort achalandage, tandis que les 2 qui sont ajoutés en ont moins. La CEPAC vise à accueillir et à accommoder le plus grand nombre de visiteurs tout en préservant les écosystèmes et la qualité de l'expérience des usagers. Catherine Grenier, vice-présidente Exploration Parcs nationaux et camping, a indiqué que le but est de documenter les différents cas de figure afin de prendre la décision la plus éclairée possible. Ça ne signifie pas nécessairement qu'on va aller de l'avant à la fin du projet pilote. Elle précise que l'autorisation des chiens est un privilège. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien, mais ça dépend du comportement des propriétaires. Lorsque les endroits sont très achalandés, les propriétaires ont tendance à être plus disciplinés. Maintenant, la CEPAC veut savoir comment ils se comporteront lorsqu'il y aura moins de gens pour voir comment ils agissent. Les propriétaires seront responsables de surveiller leur animal en tout temps, de le tenir en laisse, en plus de ramasser si le chien fait ses besoins. Le projet pilote se terminera en décembre 2018 et une décision sera prise avant la fin de l'année. Le comportement des propriétaires de chiens sera déterminant dans la décision. Notez que les chats ne seront pas acceptés, même en laisse. La MRC de Témiscamingue souhaite sensibiliser la population aux conséquences de se stationner près d'une borne fontaine et dans les voies d'accès réservées aux véhicules d'urgence, surtout en période hivernale. Le Code de la sécurité routière interdit de se stationner à moins de 5 mètres d'une borne fontaine, et ce, en tout temps. Lorsqu'un véhicule est stationné et qu'il obstrue la borne fontaine lors d'un incendie, les pompiers pourraient ne pas remarquer l'équipement et effectuer des recherches supplémentaires pour en trouver une autre. Ce temps de recherche supplémentaire a pour conséquence directe de permettre à l'incendie en cours de se développer davantage, causant alors des dommages plus importants. Lorsqu'un incendie fait rage et que les services d'urgence remarquent une borne fontaine à côté d'un véhicule stationné, ces derniers se doivent de l'utiliser pour s'alimenter en eau. Bien qu'ils soient attentifs de ne pas abîmer le véhicule stationné, une manœuvre pourrait l'endommager. De plus, lorsque des boyaux sont placés autour d'un véhicule stationné en zone interdite, ce dernier doit demeurer immobile et ce, pendant toute la durée de l'intervention d'urgence. Puisque le Code de la sécurité routière interdit le stationnement dans cette zone, le service de police émettra une contravention au conducteur fautif. Selon la gravité de l'incendie, être stationné en zone interdite pourrait aussi mener jusqu'à des accusations d'entrave aux travaux des pompiers. Une voie d'accès réservée aux véhicules d'urgence, comme c'est le cas au Provigo de Ville-Marie et au IGA de Témiscamingue, est un passage qui permet aux services incendie, aux policiers ainsi qu'aux ambulanciers d'accéder rapidement à l'immeuble et ce, près de l'entrée principale de celui-ci. La voie d'accès est obligatoire pour tout immeuble construit loin de la route et qui demande aux services d'urgence de quitter le chemin principal pour avoir accès à l'entrée principale. Le stationnement dans ces zones est formellement interdit en tout temps. Tout comme pour les bornes fontaines, être stationné dans la voie d'accès réservée nuit aux services d'urgence, les empêchant d'intervenir rapidement. François Gingras, technicien en prévention des incendies à la MRC de Témiscamingue, a indiqué que pour la sécurité de tous, la MRC de Témiscamingue et les pompiers du territoire demandent à chacun de porter une attention particulière afin de ne pas se stationner près des bornes fontaines et dans les voies d'accès réservées aux véhicules d'urgence. Il est d'avis qu'il faut aider les différents services d'urgence de notre territoire en respectant ces zones de stationnement. Ce petit geste peut permettre de sauver des vies, car lors d'une situation d'urgence, chaque seconde compte. Aussi, un début d'incendie a récemment eu lieu dans un camion de collecte des matières résiduelles. Suite à cet incident, la MRC de Témiscamingue rappelle à la population qu'il est très important de s'assurer que les cendres de foyer ou de poêle à bois soient complètement refroidies avant de les déposer dans son bac vert. En effet, celles-ci peuvent être chaudes encore une semaine et les étincelles de cendres peuvent facilement provoquer un incendie dans le camion de collecte, mais également dans votre bac, mettant un risque d'incendie qu'il se produise en fait sur votre propriété. Les cendres peuvent être déposées dans le bac à compost. Cependant, il est très important de respecter les consignes suivantes afin de s'assurer que le service de collecte est sécuritaire pour les individus et pour les équipements.
D'abord, déposez les cendres chaudes de votre foyer ou poêle à bois dans un contenant métallique muni d'un couvercle. Vous pouvez également ajouter une pelletée de neige dans le contenant métallique. La neige fondra sous l'effet de la chaleur, ce qui éteindra les tisons qui pourraient être encore actifs. Une fois les cendres refroidies pendant minimum une semaine, vous pouvez les mettre dans un sac compostable pour le déposer ensuite dans votre bac à compost. Pour obtenir davantage d'informations sur la gestion des matières résiduelles, la MRC invite la population à consulter les divers documents disponibles sur son site Internet. C'est au www.mrctémiscamingue.org sous l'onglet « Collecte sélective et environnement ». Le taux de chômage de l'Abitibi-Témiscamingue a connu une légère hausse en janvier. Il était de 4,3 % en ce début d'année contre 3,8 % en décembre 2017. Le nombre de personnes à la recherche d'un emploi est passé de 3 000 en décembre à 3 400 en janvier. Toutefois, la situation est nettement meilleure qu'il y a une année. En janvier 2017, la région comptait 5 000 personnes à la recherche d'un emploi. C'est le vendredi 9 février dernier que se tenait la finale locale de Cégep en spectacle du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à la salle Félix-Leclerc de Val-d'Or. Une centaine de spectateurs sont venus acclamer le talent de la vingtaine d'artistes qui ont présenté 6 numéros des plus variés. TV Témis est fier de vous informer que le premier prix a été remis à des Témiscamiennes. Caroline Larouche-Giroux, Annabelle Gingras et Juliette Lefebvre-Tardif du campus de Rouyn-Noranda ont remporté une bourse de 300 $. Elles représenteront donc le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue lors de la finale régionale du centre-ouest du Québec. Ça se tiendra le 17 mars prochain au centre collégial de Mont-Laurier. Il semblerait que des appels téléphoniques sont émis en Abitibi-Témiscamingue pour inciter la population à s'abonner à des magazines sur des thèmes comme l'intimidation, la prévention du suicide, etc. Les personnes disent travailler pour les jeunes de 11 à 18 ans de votre village en collaboration avec la Maison des jeunes, dont celle de Lorrainville, les centres jeunesse et autres. Dans un autre appel, le ou la responsable de projet vous contactera pour prendre vos informations bancaires via un numéro de téléphone de Montréal. Par le biais de sa page Facebook, la Maison des jeunes du Témiscamingue précise qu'elle n'est aucunement reliée à cet abonnement de magazine qui semble être frauduleux. On vous rappelle d'être prudent. Et voilà, c'est ce qui complète Info Témis pour cette semaine. Toute l'équipe de TV Témis vous invite à souligner les journées de la persévérance scolaire qui se déroulent du 12 au 16 février. Visitez le site journéepersévérancescolaire.com pour avoir tous les détails à ce sujet. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.